Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Bonjour mon cher Pierre. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Alors, chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous allons aller dans le secteur des PME. Parce que nous recevons M. Claude Goudron, qui est patron d'une PME et qui a connu des aventures tout à fait extraordinaires que nous allons vous conter en sa compagnie. Claude Goudron, soyez le bienvenu sur le plateau de Politique et Économie. Merci. Économie, pardon. Alors, vous avez fondé en 72, avec 3 fois rien en poche, une entreprise. Vous étiez diplômé d'un BTS de fabrication mécanique, vous êtes lancé dans l'aluminium, après avoir travaillé chez Peugeot, parce que vous êtes un homme de Pas après, en même temps. En même temps. 5 ans. En même temps, oui, Voilà. comme M. Macron. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Bon. Et vous êtes spécialisé dans l'usinage de l'aluminium, vous avez pris des brevets, vous allez nous parler de tout ça. Et nous allons faire aujourd'hui de la microéconomie. Et nous allons voir comment un petit patron, si je puis dire ici le terme, Je le revendique. est confronté à un monstre qui s'appelle l'URSSAF. Et en général, d'ailleurs... Et pas que, l'administration française, en général. Et les impôts, avec des péripéties que vous allez nous conter aussi. Ouais. Alors, commençons par le commencement. Donc, vous fondez votre entreprise et très vite, vous connaissez les affres de l'administration. Ça commence comment? Alors, au départ, je n'ai qu'une formation technique. Donc, la gestion, la comptabilité, je ne connais pas. Donc, j'ai découvert au fur et à mesure. Et j'ai été, pour ça, aidé par une amie qui était prof de comptabilité. Et puis, donc, on a démarré en faisant... à l'époque, on appelait ça le forfait, c'est-à-dire qu'on était imposé au forfait. On n'avait pas, on déclarait un chiffre, c'est tout, et puis l'administration nous dit on va vous prendre, disons, imposer en fonction du reste des artisans qui sont là. Alors, première grande surprise, moi, quand j'ai démarré, j'étais très content, j'avais 60 000 francs de chiffre d'affaires, j'étais merveilleux, je reçois mes impôts, 40 000 francs. Les 2/3 du chiffre d'affaires en impôts. Alors, j'ai dit, c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. Donc je suis tombé là, une première fois, sur le seul fonctionnaire qui était super, que j'ai gardé un bon souvenir. Et quand je suis allé, j'ai dit, écoutez, je vois pas, j'ai pas gagné cet argent. L'erreur que j'avais faite, que j'ai appris, parce qu'on apprend de nos erreurs, dès que j'avais un petit peu d'argent, j'achetais du stock. Oui. Sauf qu'en France, le stock... L'augmentation du stock, plus exactement, est considérée comme des bénéfices. Alors, mon augmentation du stock, elle était la création de mon stock. Et j'avais acheté pour 30 et quelques mille francs d'aluminium à l'époque. Alors, je lui ai dit au contrôleur, je n'ai pas d'argent, mais si vous voulez, je vais bien vous mettre un fardeau d'aluminium dans la cour. Je ne peux plus vous payer qu'en aluminium. Alors, il a tout de suite présenté, puis il me dit, mais expliquez-vous. J'ai expliqué ce qui s'est passé. Ah, mais il me dit, il ne faut surtout pas, quand vous démarrez, il ne faut pas faire de stock tout de suite. Ben, je dis, oui, mais moi j'ai besoin de stock pour travailler, donc puis je ne le savais pas. Alors il a été très sympa parce qu'il m'a dit, je ne peux pas vous supprimer cette imposition-là, mais il m'a laissé 2 ans sans intérêt à payer tant par mois. Ça, c'était un fonctionnaire du Trésor. Un percepteur de l'époque, avec qui j'ai bu l'apéro après, qui était très sympa et qui m'a dit, vous êtes tombé dans le piège que beaucoup d'artisans tombent. Alors ça, on peut remonter à 1972, on peut se dire, ça a dû changer, maintenant c'est plus pareil. Ouais. Non, c'est plus pareil. C'est pire. Oui, c'est fini. C'est pire. C'est pire. Non, mais disons, ça a évolué, mais en pire. Ce qu'il faut dire, c'est que vos mésaventures avec l'URSSAF et le fisc ne font pas de vous la seule victime. Tout à fait. Vous n'êtes pas un paratonnerre sur lequel la foudre est tombée, parce que vous avez toute une série de témoignages que vous citez dans vos livres. Je crois que c'est dans celui-ci. Non, c'est Voilà. Alors, on va parler de l'URSSAF, mais patron en mal d'existence,
Eh bien, il y en a d'autres. Voilà, disons des trucs. J'accuse l'URSSAF de Philippe Pascal, le gâchis français de Jean-Marc Daniel, qui parlait de l'URSSAF. Quand l'URSSAF vous contrôle, Madame de Jorgue, Sécu, comment faire mieux de Patrick de Casanova. Et puis le contrôle URSSAF en question. Et il y en a d'autres que j'ai appris encore. Donc vous n'êtes pas le seul, mais vous êtes victime. Voilà. Alors, une fois le problème des stocks, si je puis dire, résolu, votre entreprise commence à se développer quand même pas mal. Vous allez prendre des brevets. Alors, mon père était officier du mérite des inventeurs. Il avait la petite croix, là, disons, d'officier. On est une famille d'inventeurs. Hein. Mon grand-père, mon père, lui, il avait 40 brevets, j'en ai eu que 18, mais c'était quand même déjà pas mal. Des brevets médaillés. Moi, j'ai eu une médaille au concours Lépine, à Genève, à Bruxelles, et tout, donc, qui m'a permis de croire en mon projet, et dont un brevet que j'ai déposé qui m'a permis de lancer un système d'échelle par emboîtement qui a permis de démarrer et qui est à l'origine de... C'est les fameuses échelles télescopiques, là? Non, c'est des échelles qui s'emboîtent l'une dans l'autre avec un système rattrapage de clés, de jeu par clé. Hein. Et ça, donc, si vous voulez, pendant 5 ans, j'ai fait mon travail, mes 44 heures chez Peugeot, et pratiquement autant en dehors de mon boulot pour créer mon entreprise. J'avais pas de vacances, tous les week-ends et tout ça passait dans l'usine. Ça m'a permis le temps de mettre au point des produits sur la durée. Donc d'avoir un produit, quand j'ai quitté Peugeot pour me mettre à temps plein à mon compte, ça m'a permis d'avoir un produit déjà bien défini. Hein. Mais l'URSSAF ne vous lâche pas et vous connaissez des mésaventures. Voilà. Alors l'URSSAF a commencé à poser des problèmes quand j'ai transformé mon petite entreprise artisanale en Ultralu SAS, donc dont je venais, moi, l'employé, disons, le salarié de ma propre entreprise. Et c'est là donc l'URSSAF a commencé toute l'administration. Alors vous dites, Monsieur Goudron, que cette URSSAF, c'est carrément un État dans l'État. Tout à fait. Expliquez-nous ça, pourquoi. Déjà, le budget de l'État, c'est quelque chose comme 350 milliards d'euros. L'URSSAF, c'est 850. Hein. Oui, c'est ça. Pour l'État, nous sommes au-delà de 400. Nous sommes au-delà de 400 avec la dette qui oui, tout à fait. Tout à fait. C'est quoi le statut, monsieur, de l'URSSAF? Est-ce que c'est est-ce que c'est public? Est-ce que c'est privé? Alors, c'est pas tout à fait fonctionnaire. Mais comme je dis souvent, c'est pire que les fonctionnaires. C'est-à-dire qu'ils ont des statuts dans leurs fonctions. Ils sont intouchables, déjà. J'ai un exemple dans mon contrôle où il y a dit « Monsieur, l'URSSAF ne se trompe jamais ». Hein. Donc ça, c'est le truc qui vous... Ça, c'était quelqu'un de l'URSSAF qui vous a dit « on ne se trompe jamais ». Tout à fait. En l'occurrence, il s'était trompé. Oui, mais c'est un mauvais calcul. Oui. Vous allez nous raconter ça. J'ai été trompé. Alors, l'histoire démarre avec un de mes employés qui était très bon, qui était un bon élément, et qui était un petit peu gêné en disant j'avais des problèmes, on voyait qu'il n'avait plus le moral et tout. Mais j'ai dit Yannick, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, je ne peux pas vous embêter avec mes problèmes. J'ai dit, attends, je ne peux pas te dire que je vais résoudre le problème, mais simplement, si je peux, je le fais. Mais il me dit, si je n'ai pas 3 000 euros demain matin, je suis mis à la porte de mon appartement avec ma femme et deux enfants en bas âge, juste avant la période où ils sont inexplicables. Oui, et ça fait partie aussi des... Non, là, c'était les loyers. Hein, c'était en HLM, c'était un problème de loyer. Moi, je dis à Yannick, tiens, voilà un chèque de 3 000 euros, tu vas vite payer ton truc, et puis après, on revient et on va discuter comment tu peux les rembourser. Donc, on s'est mis d'accord, rembourser 100 euros par mois, hein, pendant 30 mois, bien sûr, donc pour ça. Et quelques années plus tard, contrôle URSSAF. Et puis donc, dans les comptes, puisque c'était déclaré, dans les comptes, le contrôleur il m'a dit oh, tout va bien, non, chez vous c'est très carré, tout va bien. Il y a seulement un petit problème, je vous enverrai un courrier pour vous dire ce que c'est. Et quand je reçois le courrier, c'était ahurissant, il me demandait, pas parce que j'avais prêté 3 000 euros, parce que ces 3 000 euros, je les ai payés sans intérêt. Alors, j'ai dit, bon, c'est quand même un petit peu biscornu, votre truc, et tout. Et puis, quand, dans sa réclamation, c'est-à-dire, j'ai prêté 3 000 euros et j'étais redressé de 2 800 euros.
Je trouvais ça un peu cher quand même comme intérêt. Parce que c'est pas les intérêts, c'est la charge sociale sur les intérêts qui correspondaient à un avantage en nature. Hein. Ah oui, charge sociale, oui, bien sûr, charge sociale, puisque c'est là. Et donc, je regarde, je lui dis, bah oui, mais il s'est trompé, le taux à l'époque était de 4%, hein, disons, pour l'État, et ils ont compté 4% par mois, au lieu de compter 4% par an. Donc, 12 fois plus. J'aurais dû me trouver avec 200, 250 euros de redressement. Peut-être qu'à l'époque, j'aurais peut-être payé quand même en n'étant pas content, mais ça. Et donc là, c'est cette personne qui m'a dit, quand je lui ai dit, vous êtes trompé, il m'a dit, monsieur, nous, on ne se trompe jamais. Voilà, c'est bien. Comme vous entendez, monsieur Goudron, le président de la République nous dire, l'URSSAF est votre ami. Ouais. Alors, moi, ça m'a fait bondir. Hein. Oui, on imagine. Oui. Ça m'a fait bondir parce que toute ma vie, alors c'est pas que l'URSSAF, hein, c'est les impôts, j'en ai raconté dans mon livre là, j'en ai des exemples, des dizaines d'exemples, et j'en ai fait un spécial pour l'URSSAF. Voilà. Notre ennemi, l'URSSAF. Mon ennemi. Mon ennemi, l'URSSAF, bien sûr. Pourquoi vous préconisez la privatisation de l'URSSAF ? Eh bien parce que comme toute assurance. C'est une assurance. Si je veux m'assurer de ma voiture, je peux aller dans n'importe quelle assurance. Si je veux simplement... Oui, c'est l'Union européenne qui impose... Non, c'est la France qui a fait l'URSSAF, c'est un monopole de l'État. Oui. Et quand il y a eu l'Europe a dit stop, non, ça marche pas. Oui, il faut une assurance, il faut de la concurrence. Voilà, c'est ça. Disons que c'est ça. Et puis, le gouvernement français, parce qu'à un moment donné, cocorico, ça y est, on va pouvoir s'assurer ailleurs. Et puis, avec des pressions, avec, je sais pas... Enfin, je ne vais pas rentrer dans... Je ne connais pas, disons. Ils ont réussi à faire plier l'Europe en conservant, disons, le statut étatique de l'assurance. Donc monopolistique. Monopolistique. Ouais. Est-ce qu'au-delà de leur incompétence dont vous venez de nous témoigner, est-ce que l'URSSAF gère correctement l'argent qu'elle reçoit ? 850 milliards et puis en plus en déficit permanent, c'est même pire que le gouvernement. Hein. Il y a un problème. Il y a un problème. Hein. Alors, les hôpitaux vont mal, l'école va mal, la justice. Et comme disait Charles Quint récemment encore, où passe le pognon ? Oui. Parce que là, il y a eu plus de 800 milliards qui sont affectés aux budgets sociaux. Je ne vais pas accuser de tricherie, hein, mais c'est des gaspillages à haut niveau. Rien que moi, mon petite affaire, la d'URSSAF, qu'on parlera en deuxième point, là, 5 ans de procédure, 2 commissions de recours amiables, 3 audiences au tribunal administratif de la sécurité sociale, parce qu'ils ont leur propre justice. Hein, on ne passe pas par la justice classique. Le fameux TAS. Voilà, TAS. Tribunal des affaires sociales. Ouais. Tribunal administratif de la sécurité sociale. C'est bien sécurité sociale. Et donc, 3 audiences dans lesquelles l'URSSAF n'était pas prête. Moi, j'étais prêt. J'ai fait mes conclusions, hein, disons. Et puis, ça ne venait toujours pas. J'ai dû, après, parce qu'ils sont montés jusqu'à 30 000 euros de charges qu'ils me réclamaient pour un chiffre d'affaires c'était à peu près, en auto-entrepreneur, c'était limité à 32 000. Voyez, donc, voilà. Oui, en effet, c'était le plafond à l'époque. Et donc, c'est comment je dis, c'est fou. Alors, c'est mon avocat, qui m'a coûté quand même 2 500 euros, mais qui avait mis M. Goudron. Parce que, encore, si vous voulez, c'est l'URSSAF qui gère tous les types de sociétés. Hein, j'ai payé mes cotisations en tant qu'auto-entrepreneur. Oui. J'ai payé. Hein, oui. Et donc à l'URSSAF. Et l'URSSAF, quand j'ai dit j'arrête tout, parce que j'ai dit je ne vais pas continuer dans ces conditions-là, mais j'arrête tout, l'URSSAF m'a dit non, vous n'êtes plus en auto-entrepreneur, vous êtes en travailleur indépendant. Et c'est là qu'ils m'ont commencé à faire. Et j'ai dit non, je ne veux pas. Alors moi, je me dis si jamais je paye ce qu'ils me demandent en travailleur indépendant, c'est que j'accepte le statut. Je dis non, moi je vais continuer à faire comme si j'étais, j'ai dit, l'affaire en cours, j'ai même des courriers d'URSSAF qui me disent, bon, on bloque tout tant que le jugement n'est pas passé, et au moment du jugement, mon avocat me dit, M. Goudron, faites quand même demander, il me dit, pour moi,
vous allez quand même envoyer cette lettre en mettant des réserves parce que ça ne s'arrêtait pas. Hein. Moi, c'était en 2014. Ils m'ont envoyé 2015, 2016, 2017, 2010, 2019. Alors, j'avais complètement arrêté. Ils avaient le courrier comme quoi j'arrêtais. Hein. Oui, oui. C'est le même URSSAF, le même bureau. C'est pas un URSSAF à gauche, à droite. Et donc, quand il m'a dit vous faites ça, donc j'ai dit j'accepte le formulaire, parce que c'est des formulaires, j'accepte ce formulaire, mais le premier, non. Je ne veux pas. Alors, il me dit, vous lui demandez qu'il vous fasse un état, il rescrit de exactement la somme que vous lui devez. Moi, il me réclamait au départ 800 €. Oui. Mais c'est monté à 30 000, vous dites. Voilà, c'est monté à 30 000. Bon, on va dire les 29 200 ont été stoppés par le fait que j'ai envoyé le bon papier. D'accord. Et il me dit, vous verrez, si vous demande la somme qu'il vous demande, on va pouvoir, dire, on continue ou pas. D'accord. Parce que si vous commandez, moi, il me dit, moi, je vais vous demander 2 500 €. Alors, tenez-vous bien. J'ai envoyé le papier, c'est la première fois qu'ils ont répondu dans les 48 heures. En m'envoyant un chèque, écoutez bien, de 2641. Voilà, 2641. C'est-à-dire que c'est pas moi qui leur devais les sous, c'est eux qui m'en devaient. Enfin, c'est invraisemblable. Alors, c'est complètement fou. Donc, 50 procédures et tout. Moi, ça va dire, à coûter déjà 2 500 € d'avocat. Le temps perdu, les 100 courriers, il y a eu 100 courriers de fait et tout. Bon, moi, ça m'a coûté de l'argent, mais eux, c'est des avocats maison, c'est des trucs comme ça. Je suis sûr que, pour l'URSSAF, ils ont dépensé au moins 50 000 € dans mon affaire, pour un problème qui n'existait pas. C'est invraisemblable. Voilà. Et toute petite parenthèse, peu de temps après, alors c'est pas l'URSSAF, c'est les impôts, la même chose avec 200 millions €. 200 millions € qu'ils ont dû... Qu'on vous réclame? Non, pas moi, une autre entreprise. Une autre entreprise. Ils ont reçu un chèque de 200 000 € de l'URSSAF, cette entreprise. Parce que l'État, c'était une entreprise, était accusé de je ne sais pas quoi, enfin disons, moi je ne suis pas rentré dans les détails, et ils ont condamné l'entreprise à payer 200 millions €. Ils ont payé les 200 millions € qui sont mis dans un, je ne sais plus comment s'appelle l'organisme, un pot commun, disons. Et ils ont 5 ans pour retirer l'argent, ils l'ont pas retiré. Et le gars, il s'en dit, maintenant, je récupère mes 200 millions €, vous avez dépassé le délai. 5 ans. Mais est-ce que toutes ces procédures vous ont empêché, avec votre entreprise, d'être compétitif? Alors, on va dire globalement, ça ne m'a pas perturbé autrement. Mais ça m'a fait perdre du temps. Ouais. Mais il faut quand même une sacrée résistance psychologique. Tout. Parce qu'avec les huissiers qui se pointent... Quand j'ai raconté à Lucie, il m'a dit, moi, M. Gaudron, je ne travaille plus que pour l'URSSAF. Est-ce que ces lourdeurs, selon vous, M. Gaudron, c'est la conséquence du gouvernement français ou de l'Union européenne? Du gouvernement français, 100%. 100% parce que c'est la bureaucratie à la française qui est quelque chose qui est devenu un monstre incontrôlable où on peut gaspiller mais des milliards, je dis bien des milliards comme ça, sans être le moindre inquiété. Ils sont pas responsables de toute façon. Celui qui a perdu les 200 millions là, il n'est pas responsable non plus. Hein. Donc c'est, comment je dirais, laisser libre cours à des gens. Ils font ce qu'ils veulent sans en assumer les responsabilités. Et vous nous disiez en préparant cette émission que par rapport à l'Allemagne, par tête d'habitant, la France compte deux fois plus de fonctionnaires. Et en fait, je veux dire, vous nous disiez, si la France avait le même modèle que l'Allemagne en matière de nombre de fonctionnaires, elle serait plus performante. Tout à fait. En plus, ça coûterait beaucoup moins cher. Ça permettrait d'avoir... tout petit calcul. Je vais vous donner un chiffre, 3,5 milliards. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est François Eckhall, que vous allez peut-être connaître, qui est un ancien de la Cour des comptes. À la Cour des comptes, ils estiment qu'un fonctionnaire, dans toute sa carrière, c'est-à-dire du moment où il est embauché au moment où il meurt, puisqu'il faut payer sa retraite, il coûte en moyenne 3,5 millions par fonctionnaire. 3,5 millions, alors que moi j'estime qu'on a 2 millions, normalement on ne peut pas aller jusqu'à 3 millions, je dirais 2 millions de fonctionnaires en trop, faites un tout petit calcul,
2 millions de fonctionnaires à 3,5 millions, c'est 10 500 milliards d'euros. C'est-à-dire 3 fois la dette de la France. Si on avait gardé le même nombre de fonctionnaires que sous... c'est Mitterrand qui a commencé sous Valéry Giscard d'Estaing. On aurait dans nos caisses 10 milliards et demi, donc moins 3 milliards, on aurait 7 milliards et demi d'argent. Alors je dis, si on avait fait ça, on aurait pu s'acheter Google, Facebook. Tous, on aurait tous les achetés cash. Ne rêvons pas. Voilà. Ne rêvons pas. Il faut rappeler quand même à nos téléspectateurs ce que veut dire URSSAF. Parce que c'est une petite consonance URSS, bien sûr, mais Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales. Bon, c'est-à-dire, en fait, c'est la pompe sociale de la France. Bon, ce que vous ne dites, parce qu'on n'avait pas dit, mais que vous pensez certainement très fort, c'est que ces charges sociales, quand elles sont même dans le cadre de la loi, sont de toute façon pénalisantes pour les entreprises. Tout à fait. C'est le gros problème. On paye, nous, en France, les entreprises par rapport à un modèle allemand. Pourquoi je prends le modèle allemand? Déjà, il est tout vrai. C'est quand même un peu mieux géré que la France, même s'ils ne sont pas... il y a quelques problèmes aussi qu'on pourrait dénoncer. Mais ma femme est allemande. Donc en étant allemande, mon beau-frère, qui est à la retraite maintenant, il a géré une grosse ETI de 3000 personnes en Allemagne. Ah oui. Donc j'ai pu comparer. Moi, on a fait un truc. Le dernier bilan, avant de vendre mon entreprise, le dernier bilan, j'ai fait 300, sur 3,5 millions d'euros de chiffre d'affaires, j'ai fait 300 000 euros de résultats. Je prenais mon entreprise, je faisais 50 km, je les mettais en Allemagne, en ayant les mêmes salaires, en ayant même tout, j'aurais eu 900 000 euros de résultats sur une année. Ce qui veut dire, et là c'est très très important, c'est-à-dire que l'Allemagne, et c'est le gros écart qu'on a. L'Allemagne, les entreprises gagnent de l'argent. On ne leur pique pas tout, comme en France. Hein, parce que là-dessus, on paye des impôts de société, tout le monde, mais disons... quand l'entreprise équivalente à Ultralu, par exemple, en Allemagne, veut investir, ben, il prend dans ses réserves, et il achète dans ses réserves, c'est-à-dire ça lui coûte 0. Ouais. Et vous empruntez. Le Français, moi le premier, je vais voir le banquier, s'il vous plaît, monsieur le banquier, il peut avoir un petit peu de sous là parce que je voudrais acheter une machine, je voudrais acheter un truc comme ça. Donc je vais la payer à crédit, donc je m'endette, et en plus je paye les intérêts, que les Allemands n'ont pas. Et quand vous avez commencé, vous êtes allé voir le Crédit Agricole? Non, c'était... ma première banque, c'était le Crédit Lyonnais. Crédit Lyonnais, pardon. Crédit Lyonnais. Qui vous a refusé? Alors, qui m'a fait... Alors, c'est vrai que c'est... Bon, il a été à un moment donné nationalisé, redénationalisé. Enfin, disons, il a gardé toujours l'esprit. Moi, j'avais mon salaire de Peugeot qui tombait de là. Bon, j'ai pris la même banque que j'avais. Et puis, en 75, j'ai eu un accident de travail chez Peugeot. J'ai eu une jambe cassée. Juste au début juillet, donc juste à la période où je travaillais le plus, puisque moi je travaillais pendant les vacances. Eh bien, je suis allé à ma banque avec mes 2 cannes, en disant, écoutez, je vais peut-être avoir un petit problème de trésorerie, parce que, vous voyez, comment dire. Et il m'a dit, si vous ne payez pas, j'avais 5 000 francs de traite à payer pour la fin du mois, si vous ne payez pas, on vous fait un impayé. Et alors, vous allez aussi sur la dénonciation du Code du travail, monsieur. Ah oui. En France, est-ce que vous pouvez nous rappeler combien un Code du travail, combien de pages compte un Code du travail par rapport à nos voisins européens, le Danemark ou la Suisse? Alors, en France, on a, je pense, le record du monde. On est record mal du monde dans beaucoup de domaines. Malgré c'est le mauvais. Hein, le taux de prélèvement obligatoire, voilà, ça par exemple, le président l'oublie, c'est 46%, 56% de dépenses de gouvernement. On est les plus dépensiers, les champions du monde partout. Donc c'est comment? Le Code du travail. Oui, le Code du travail. 4000 pages. C'est aujourd'hui 4000 pages. Hein, pour une petite histoire, quand Sarkozy a dit on va dépoussiérer le Code du travail,
On a un code du travail à 3000 qui a été dépoussiéré puis qui a été monté à 4000. Voilà comment on dépoussière en France. Hein. Je sais quand Nicolas Sarkozy était ministre du budget dans les années 90. Non, quand il était président. Là, c'est un dépoussiérage à l'envers. Voilà. Et donc, nos amis allemands qui sont à côté, eux, c'est 100 pages. Ah oui. Et puis si on va à un pays qui est monstrueusement antisocial, le Danemark. Hein, comme tout le monde le sait, le Danemark, c'est là qu'ils ont les retraites les plus élevées d'Europe. Il faut savoir qu'ils touchent en retraite plus que la moyenne des Français. Ouais. En Allemagne, il y en a 0. C'est-à-dire quand il y a un conflit, c'est le tribunal classique. Oui. Voilà. Oui, justement, tout à l'heure vous évoquiez le fait que la sécurité sociale a son propre tribunal. Donc, il y a des lois d'exception. Il faut bien les appeler comme ça. Pourquoi est-ce que c'est, de même l'État d'ailleurs, n'est pas soumis aux mêmes règles juridiques que les simples citoyens? Tribunal administratif. Oui, voilà, tribunal administratif. Et y compris, moi, ce que je me suis fait encore avoir, c'est quand on est allé en appel, je me dis, ce coup-ci, je vais avoir au tribunal classique. Non, ils ont un tribunal d'appel de la sécurité sociale. Ah oui. Donc tout est verrouillé. Alors, vous finissez, après 40 années de production, vous finissez par vendre votre entreprise, mais vous restez conseiller de votre repreneur. Tout à fait, voilà. Pendant 2 ans et demi, je l'ai accompagné pour la transition parce qu'il ne connaissait rien. C'est de l'échafaudage, il ne connaissait rien. Il y a des normes, des règles, il y a pas mal de choses. Et là, les URSSAF vous ressautent dessus, n'est-ce pas, pour votre statut d'auto-entrepreneur. Alors, moi, j'ai dit, c'est fini, je ne veux plus avoir affaire à ces gens-là. Donc, j'ai fait ce que Novelli a mis en place, qui était super. Hein, c'est une idée géniale de Novelli. Je vais mettre en auto-entreprise. Sauf qu'il y a un tout petit détail, c'est qu'entre-temps, Hollande et l'administration, quand c'est simple, ça ne va pas, ils n'aiment pas, il faut compliquer. Ils n'ont pas assez de travail. Il faut qu'ils servent à quelque chose, il faut bien qu'ils pondent des normes. Bon. Comme ça, on peut redemander du personnel en plus. Hein. Donc, j'ai pris le statut d'auto-entrepreneur. Donc, en gros, 32 000 € maximum par an. Ouais. C'était à peu près dans les zones de ce que j'estimais pour pouvoir faire. Donc, je mets là. Sauf que j'ai commencé au mois de juillet. Et toute entreprise française, tous les statuts, quand on commence à juillet, sont faits une année qui se termine le juillet, sont faits une année plus pour finir tous au 1er janvier. Oui. Sauf pour l'auto-entreprise. Alors, l'auto-entreprise, ils ont proratisé, c'est-à-dire que moi, j'étais parti sur 32 000 par an. Oui. 31 décembre, j'avais 17 000. Oui, 17 000 €. Donc, c'est pas un peu plus de la moitié. Oui. Donc, ils m'ont viré d'auto-entreprise. Oui. Parce que j'avais dépassé le minimum. J'ai beau leur dire, écoutez, je m'engage à ne pas faire plus pour l'année, ils n'en ont rien à foutre de ça. Triste spectacle. Alors, dans ces conditions, excusez-moi, je demande comment on peut entreprendre encore en France, et nous allons en deuxième partie réfléchir sur les propositions que vous faites à travers un livre que vous avez publié et qui s'appelle « Sauver notre industrie pour sauver la France ». Voilà, tout à fait. Alors, chers téléspectateurs, avec Claude Goudron, chef d'entreprise, nos entreprises, dites-vous, principalement industrielles, souffrent d'un environnement fiscal et normatif beaucoup trop contraignant, on vient de le démontrer, je crois, qui nous oblige à concourir dans un monde hyper concurrentiel, bien sûr. Mm-hmm. Et donc, vous êtes lesté d'un sac à dos lourd. Et donc, très lourd. C'est une mission impossible. Alors, quelles seraient les mesures que vous proposeriez pour permettre la création d'entreprises, pour réattirer éventuellement d'autres entreprises, et pas sous la forme d'investissement direct à l'étranger, parce que ça, c'est de la colonisation. Nous sommes colonisés. Aujourd'hui, on dit toujours la France est un pays d'accueil qui reçoit des tas d'entreprises, et voilà que... Oui, le plus attractif d'Europe, nous a appris le président. Bien sûr. Par des infrastructures
payés par les contribuables, mais au bénéfice que nous, on n'a jamais. au bénéfice d'entreprises étrangères. Oui, la preuve, 110 000 emplois industriels ont été créés entre 2017 et début 2023, nous apprend l'administration française. Oui, sauf que c'est au bénéfice d'entreprises étrangères, Voilà. qui peuvent se délocaliser à volonté. Puis l'entreprise, c'est une entreprise étrangère qui fait les bénéfices, qui les répatrie dans son pays et qui peut investir où elle veut avec son argent là. Elle n'est pas obligée de le réinvestir en France. C'est-à-dire que nous, une entreprise française, ce qu'elle gagne, elle peut le réinvestir en France. Une entreprise étrangère qui s'installe en France, elle n'a rien à foutre de la France. Elle va mettre ses bénéfices là où un petit endroit bien planqué là, et puis Irlande, aux Pays-Bas. en gros, si vous voulez, c'est les 110 000 salariés, voire plus, qui font la retraite principalement des ouvriers américains. Oui, mais Bruno Le Maire, qui est ministre des Finances, n'est-ce pas? Sauf erreur. Est-il et romancier Eh bien, et romancier porno à l'occasion, à 16 heures matinales. accuse les chefs d'entreprise de manquer d'ambition. Et pour lui, c'est ça qui expliquerait Les méchants. les difficultés, et non pas, bien sûr, la taxation et la réglementation excessive. Alors, que faire? Que faire? Que faut-il faire? Alors, la première des choses, moi je dis, le maire il peut faire toutes les augmentations qu'il veut pour essayer de nous attirer, pour essayer de nous passer la pommade et tout. Il y a une chose qui est simple, combien ça nous coûte un employé en France. Donc en France, il y a le salaire, donc à peu près, on est un salaire quand même moins élevé que les Allemands, mais enfin, qui est, on va dire, raisonnable dans tout, et surtout les charges sociales. Alors, il faut savoir que les charges sociales, ils ont fait un effort quand même, il faut faire, sur les petits salaires. Sur les petits salaires, on est un petit peu plus cher que les autres, mais à peu près tout à fait convenable. Mais quand on le perd là, il faut récupérer autre. Donc sur les gros salaires, il faut savoir par exemple qu'un salaire de 4 000 €, qui est un bon salaire, mais qui n'est pas quelque chose d'extraordinaire, on paye 2 fois plus de charges sociales qu'en Allemagne. Sur un salaire de 8 000 €, c'est 3 fois plus. Pourquoi? Parce qu'en Allemagne, c'est plafonné, chez nous, c'est pas plafonné. Et puis, les faibles charges sociales sur les petits salaires ont un effet pervers. C'est que ça fait plus de petits salaires. La trappe à bas salaire. Voilà. C'est tout. Donc ça, c'est... Alors moi, je voulais expliquer un truc. La France a perdu 60% de son industrie depuis l'an 2000. 60%. C'est-à-dire qu'on était à 22-23% du PIB en 2000 et on est descendu en dessous de 10%. En dessous de 10%. Donc, alors moi, je dis une chose simple. Tout de suite, immédiatement, on réduit de moitié les charges sociales. On dit, mais où va-t-on trouver l'argent? Déjà, premier point, c'est-à-dire que si on divise par deux les charges sociales, on va retrouver notre niveau d'industrialisation de l'an 2000. Il faudra peut-être un certain temps, mais on va le retrouver. C'est-à-dire que si on fait 2 fois moins de charges sociales et qu'on fait 3 fois plus d'entreprises, on va payer la moitié sur 3 fois plus, c'est-à-dire que l'État va être encore gagnant. Ça, c'est quelque chose d'ahurissant. Ils n'ont pas compris que c'est la fameuse courbe de l'affaire. Oui. Trop d'impôts tue l'impôt. On est en plein dedans avec les charges sociales. Trop d'impôts tue l'impôt. Voilà. La courbe de l'affaire. Et donc là, c'est un premier point. Mais il faut le faire tout de suite. Pas dose homéopathique. Et surtout, avec la garantie que le prochain quinquennat, on ne vienne pas dessus. C'est-à-dire qu'il faut pratiquement faire soit une loi de... Comment on appelle ça? Une loi... fondamentale. Cadre, ou je ne sais plus quoi. Une loi cadre. Ah oui, ou l'inscrire dans la Constitution, mais ça paraît là, difficile. c'est un petit peu plus compliqué. C'est plus difficile. Donc ça, c'est un premier point, disons, pour nous laisser gagner de l'argent. On gagne de l'argent. Alors, un patron qui peut gagner, qui gagne de l'argent, il peut le garder pour lui, en disant Chantal, ça, je mets tout ça pour moi, je le mets de côté. Ou bien il investit, il peut le partager avec ses salariés. Prêter avec intérêt à ses salariés. C'est ça. Mais un patron, vous pouvez faire comme vous voulez, qui ne gagne pas d'argent, il ne peut pas payer. Il ne peut pas payer ses salariés plus qu'ailleurs, il ne peut pas investir, il ne peut pas le faire. Donc on est dans un engrenage infernal où plus on augmente les prélèvements, les charges des entreprises,
plus d'entreprises s'écroulent, il y a moins d'entreprises, donc d'un autre côté, on recharge encore un peu plus la mule, et comme ça, on finit par détruire complètement une économie, ce qu'on a fait en France. Alors que les Allemands, en 2000, c'était les Allemands qui étaient l'homme malade de l'Europe, qui étaient, et eux, ils ont eu un socialiste, un vrai, Schröder, qui a fait, disons, ce qu'on appelle les lois Hartz 1 à 10, c'est-à-dire on a sabré complètement les charges sociales, on a libéralisé totalement l'économie de production. Et le résultat est maintenant, même s'ils ont quelques problèmes maintenant. Oui, Nord Stream a pété, mais enfin bon. C'est plutôt lié à la conjoncture internationale. Mais en contrepartie, il ne faut pas oublier quand même qu'ils viennent de piquer la 3e place au Japon. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Et que leurs mécomptes sont plutôt liés à la politique internationale. Tout à fait. Et eux, ils ont des sous pour réagir. Nous, on n'en a plus. Alors, des réformes notamment sur la fonction publique. Vous préconisez dans votre 3e livre, dont je rappelle le titre, c'est Sauver notre industrie pour sauver la France. C'est sévère, vous réformez le statut de fonctionnaire en limitant au strict pouvoir régalien. Tout à fait. C'est-à-dire ce fameux budget régalien qui n'est que de la moitié du budget social, lequel contient d'ailleurs beaucoup de missions non régaliennes. Bon, donc, je crois que si on réduit d'ailleurs le budget de l'État aux seules fonctions régaliennes, on est en dessous de 10%. Ouais. Mais, alors, supprimer des fonctionnaires, c'est quand même une chose difficile. Et quel va être le critère ? Bon... on peut les remplacer par des CDD, par exemple. Non, la première des choses, la mieux à faire, on fait faire le boulot par le privé. Première des choses. Ça sera beaucoup mieux géré que par le fonctionnaire. Il y a énormément de domaines où c'est pas à l'État de faire ça, c'est au privé. Et l'État s'est emparé de ça. Quel genre de choses ? Si on monte un peu loin, c'était le patron de Renault, c'était le patron de la SNCF. Maintenant, ils ont fait un semblant, mais la SNCF reste quand même étatisée, hein, on peut pas dire. Donc tous ces trains, il faut les privatiser. Parce que c'est beaucoup plus efficace quand c'est privatisé, disons, au niveau... un privé, il fait attention à ce qu'il dépense. Un fonctionnaire, imaginez le monde que vous allez mettre dans la rue avec la SNCF dès qu'on touche à un poil. Alors il y aura peut-être un moment, on va faire comme le président argentin là, à tronçonneuse. Ah oui. Javier Milei. Voilà. Peut-être un peu moins. Moi je prendrais le sabre, je prendrais pas la tronçonneuse. Non, mais ça peut pas se faire comme ça. Mais moi je dis. Quand François Fillon avait fait son projet pour la campagne électorale de 2017, il avait demandé suppression de 500 000 fonctionnaires. Moi, j'étais à 2 millions. Oui, vous êtes plus fort. Ouais, mais c'est pas 500 000, c'est 2 millions. Voilà. Ouais, mais où est-ce que vous sabrez dans la fonction publique d'État, dans les collectivités territoriales ? Il y a énormément... Il y a première des choses à faire. Un calcul tout simple. Que ce soit les fonctionnaires, que ce soit le privé. Le français travaille 30% de moins que l'allemand. C'est-à-dire, si on prend, il commence à travailler plus tôt, l'allemand, il travaille plus, peut-être pas par semaine, mais sur l'année, il part en retraite 3 ans après, d'accord ? Donc, si vous calculez tout ça, si vous calculez en plus la RTT, les jours de grève, les arrêts maladie, tout ce que vous voulez, moi, j'avais fait le calcul exactement, j'étais tombé à peine plus de 30%, c'est pour ça que je donne le chiffre de 30%. D'accord. 30% de travail en plus des fonctionnaires, ça fait 30% de fonctionnaires en moins. On est d'accord ? Oui, mais là, les Français ne sont pas des Allemands. Oui, mais ok, mais alors qu'ils acceptent de gagner 30% de moins que les Allemands. Ils ne le veulent pas. C'est un choix de société. C'est une réponse. Ils veulent gagner autant que les Allemands, travailler en moins. Non, c'est pas possible. Alors, il ne faut pas le faire, bien sûr, en un coup de baguette magique. Hein. Moi, j'avais fait un livre spécial, là, disons, c'est la démocratie entre parenthèses. C'est-à-dire qu'on fait un état d'urgence économique, où on dit pendant 2 ans, toutes les réformes, on les met en place et tout. Personne n'a le droit de les contester. Et en bout de 2 ans, c'est peut-être une situation qui peut arriver. Mais elle arrivera par le FMI. Par quel biais ? Vous avez parlé du FMI, vous avez raison. C'est que les taux d'intérêt montent, donc le remboursement de notre dette
passe de 40 milliards à 60, 80, puis 80. Puis 120 si ça continue comme ça. Ça représente donc presque Ça va être la moitié du budget, ça sans compter l'endettement. Ouais, tout à fait. Ça va être le premier budget de France de payer les intérêts. On rembourse pas le capital. Hein. Non, on ne paye que les intérêts. Voilà. Et ça, si on s'en sort pas, on est mort, quoi. C'est tout. Alors, dans les mesures que vous préconisez, vous supprimez l'ENA ou alors vous la réformez complètement. C'est toujours aussi un problème de concurrence. L'ENA, c'est une école. La majorité des hommes politiques passent par l'ENA. On leur fait le même discours, on fait la même formation et tout, et on ne sort pas du système. Alors, il faut privatiser. Alors l'ENA, on le voit dans les écoles privées. Les résultats sont nettement meilleurs que dans l'école publique. Oui. Encore que, oui, mais est-ce que, par exemple, un stage, par exemple les Japonais, les jeunes diplômés des grandes universités prestigieuses du Japon, on les envoie presque une année en usine. Tout à fait, c'est ce qu'il faut faire. Bon. Il faut qu'ils sachent de quoi on parle. Aujourd'hui, on a un tas de soi-disant experts, autoproclamés ou qui sortent d'une grande école et qui n'ont jamais créé quoi que ce soit. C'est pour ça, moi, je me dis, expert de terrain, moi, ce que je parle, je l'ai vécu. Je ne l'ai pas lu dans un bouquin, je ne les ai pas entendus d'un autre, je n'ai pas un professeur qui m'a dit que c'était comme ça, c'est du vécu. Donc non, ça, il faut que... Il faut changer tout le logiciel, monsieur, bien sûr, ce cas-là, puisqu'on nous a mis dans la tête depuis des années que les enfants qui sortaient de l'école devaient aller dans le tertiaire et surtout pas dans l'industrie ou dans le secteur primaire agricole. C'est pas beau. Mais voilà, on se met de la terre ou de la boue sur... On peut s'éclater, c'est des métiers qui sont beaucoup plus importants que le grain de papier qui met les tampons, tout à la chaîne et tout. Non, c'est passionnant le métier. Moi, avec tout, entre guillemets, tous les emmerdes que j'ai eus, je referai la même chose. Peut-être pas en France, mais je referai la même chose au départ de ma vie. À un moment dans votre livre, vous dites, voilà, lorsque dans les années 90, j'ai transféré mon entreprise de 15 salariés à Giromagny, petit village de 4000 habitants, au pied du ballon d'Alsace. Nous étions 7 entreprises industrielles pour un effectif total de plus de 300 personnes. Quand vous avez vendu votre entreprise en 2012, Ultralu, eh bien, 35 salariés, c'était la dernière entreprise industrielle du village. Les 10 autres avaient disparu. Et encore, j'ai vendu en priorité à un acheteur moins cher que j'aurais pu le vendre parce qu'il restait sur place. Voilà, parce que... Sinon, il n'y aurait plus rien. Voilà, c'est ça. Quand on entend le gouvernement, M. Gaudron, qui communique souvent sur la baisse des impôts accordés aux entreprises, vous savez, on appelle ça les cadeaux faits aux entreprises. Honteux. Qu'est-ce que ça vous évoque, ça, alors? Ça m'évoque une seule chose. Bon, on va prendre un impôt, impôt de production, qui est le classique. Oui. Alors, c'est vrai qu'il est passé, je crois, de 113 milliards à 95 milliards. Oui. Un cadeau qu'on a fait aux entreprises. Sauf que nous, on paye encore 95 milliards, les Allemands, c'est 20. 20 milliards seulement. Voilà. Et allez, 20 milliards pour 3 fois plus d'entreprises. C'est-à-dire, si on ramène au nombre d'entreprises, ça fait 20 fois moins. Les Allemands payent 20 fois moins d'impôt de production. L'impôt le plus con qu'on ait pu jamais inventer. Un impôt sur les gens, sur le travail, sur les gens qui travaillent, qui produisent. Que personne d'autre ne fait ou à des niveaux nettement plus faibles. Alors, j'aimerais revenir, parce que dans ce livre, vous citez encore quelques éléments du Code du travail. Mais là, je voudrais qu'on évoque son absurdité. Je vais me permettre de citer quelques cas que vous citez vous-même. Alors, le plus spectaculaire, c'est celui-ci. Je vous cite. Des locaux sont dédiés à l'allaitement dans les entreprises. Toujours obligatoire pour les entreprises de plus de 100 salariés. Ça a été fait au fin du 19e siècle, ça a été mis en place parce que à l'époque, les femmes, elles amenaient leur bébé sur le lieu de travail et puis elles arrêtaient de travailler pour les allaiter. Et donc, ils ont quand même obligé de mettre un petit local pour qu'elles soient à l'abri. Et puis, un gros investissement, une éponge pour qu'elles puissent se nettoyer après. Sauf que, vous le citez, les bébés sont interdits de venir à l'usine. Ouais. Et puis, mais la réforme, elle a été terrible. C'est-à-dire qu'on a réformé, cet article a été réformé. On a supprimé l'éponge. Alors vous êtes aussi pour...
Pour une suppression du fameux principe de précaution, est-ce que vous avez une idée de combien ça nous fait perdre, ça, ce principe de précaution? C'est énorme parce que alors, on ne peut pas donner un chiffre comme ça. Oui. C'est énorme parce que, les entreprises ne veulent plus aller dans les domaines, par exemple, on va prendre l'exemple classique, les terres rares. Il y en a plein en France. Du gaz de schiste, il y en a plein en France. Oui. On a pour 1000 ans de stock de gaz de schiste. Oui. 1000 ans. Mais on ne veut pas. Parce que, pour un principe de précaution et tout. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a acheté à pas trop cher aux Russes, mais maintenant, le GNL américain, voilà. c'est entre 3 et 4 fois plus cher. Voilà, c'est ça. Et eux, c'est du gaz de schiste. Oui, oui, Donc, absolument. on ne veut pas, mais on les achète quand même. Et aux Russes, on le payait en euros, Ouais. alors qu'aux Américains, on le paye en dollars. Tout à fait. Et c'est tout des comme ça. Puis il y a plein de trucs qu'on peut faire. Moi, je dis une décision que j'ai prise, mais à contre-cœur et tout. J'avais un gros marché en Suisse. On travaillait beaucoup avec la Suisse. Le monde aluminium était, j'achetais en Suisse. On est tout près de la Suisse. Et malheureusement, il n'y en a plus en France. Donc il fallait que... La Suisse avait beaucoup d'aluminium parce qu'elle a beaucoup de barrages et de centrales. Non. Non, parce qu'elle peut faire l'électrolyse de l'aluminium. Oui, ok, mais c'est pire que ça. Elle nous rachète, à l'époque, elle rachetait tout le surplus des centrales nucléaires à 2 fois moins cher que l'EDF vendait aux entreprises françaises. Ah oui, mais parce que nous avons des gisements de bauxite en France. Non, mais la bauxite, ça n'y a plus. Ça vient d'Australie. Ah bon. Mais la transformation, c'est tout des fours électriques. Maintenant, donc, des fours à gaz aussi un peu. C'est tout des fours électriques. Et donc, l'État français, puisqu'EDF est nationalisé, vendait le kilowatt 2 fois moins cher en Suisse, qui pouvait, avec des salaires plus élevés, venir vendre l'aluminium moins cher que chez nous. Bon, d'accord. Voilà. Tout simple. Et puis alors, il y a aussi, alors vous évoquez aussi le problème de la fraude et de la corruption. Vous citez le magistrat Charles Bratz, que nous avons reçu sur ce plateau. Et il y a plus de cartes vitales que d'habitants français. Je crois qu'il y a 15 millions de plus que d'habitants. 15 millions, c'est beaucoup. 12 millions. Puis on a trouvé des personnes indemnisées pour leur retraite à 128 ans. Mais c'est en plus, l'Algérie est un pays merveilleux, parce que c'est le pays où il y a le plus de centenaires. C'est plein de centenaires partout, parce que l'URSSAF continue à envoyer les retraites, alors que les gars sont morts depuis 30 ans. Oui. Et alors il y a aussi le problème en France que vous soulignez dans vos ouvrages, Monsieur Goudron, c'est celui des syndicats. Quel est le problème en France? Il est franco-français? Oui, c'est franco-français. Un syndicat allemand, vous savez, il y a une grosse différence. C'est tout simple, les choses sont simples. Pourquoi les syndicats allemands sont nettement plus performants? Ils sont actionnaires de leur boîte. À demander à la CGT de venir être actionnaire, elle ne veut pas. Et le syndicat allemand, il a un peu, disons, entre guillemets, le cul un peu entre les deux chaises. C'est-à-dire, s'il est trop gourmand, la boîte va se casser la gueule, donc... C'est eux qui sont actionnaires, qui vont pas. Donc c'est juste le bon équilibre. C'est l'intéressement, quoi. Ouais. Non, ils sont actionnaires. Les syndicats allemands sont actionnaires le syndicat, je ne sais plus comment, IG Metall, est tout actionnaire de Mercedes, il est actionnaire d'Audi, il est actionnaire de Porsche, il est actionnaire de Volkswagen. Et donc en ayant ça, ils sont nous en France. D'ailleurs, c'est clair. Quand les syndicats veulent une augmentation de salaire... C'est le conflit. Voilà. En France, on fait d'abord grève, on bloque tout, puis après on demande... En Allemagne, ils disent on veut ça. Ça discute, ils arrivent sur un terrain d'entente, il n'y a pas de grève, et c'est seulement si ils n'arrivent pas sur un terrain d'entente qu'il y a des grèves. Mais alors, pas des grèves où on casse tout, on brûle tout, on fait tout. C'est des grèves souvent perlées, c'est souvent des, disons... Et il y a un exemple d'une personne que je ne connais pas personnellement, mais qui avait raconté son histoire. Il y a une boîte en France, une boîte en Allemagne. Il dit, c'est un bonheur de traiter avec le syndicat allemand. Je tremble dès qu'il faut que je négocie avec un syndicat français. Et pourquoi les syndicats, excusez-moi Olivier, pourquoi les syndicats français refuseraient de devenir actionnaires des boîtes dans lesquelles ils travaillent? Ça vient du communisme, ça. La CGT, elle reste... Oui, alors, il faut quand même s'interroger
s'interroger sur le financement des syndicats. Oui. Maintenant, il y a deux, trois bruits qui arrivent là, comme quoi, puisque les archives du Parti communiste. Alors, une chose assez marrante, c'est qu'ils ont, c'est du KGB là, ils ont été envoyés. Alors, les Américains n'ont pas voulu, on ne sait pas pourquoi. Ils ont atterri en Grande-Bretagne et pendant 10 ans, personne n'a été allé les consulter. Et là maintenant, on les voit souvent sur le site, je ne me rappelle pas de la personne qui fait un truc comme ça. Mais alors c'est affreux, c'est là qu'ils ont découvert qu'il y a des espions, le patron du Point, le machin comme ça. C'est vrai, alors c'est pareil pour le maintenant, essayons d'évaluer la contribution des cotisations syndicales au budget d'un syndicat. Aujourd'hui, c'est moins de 10%, n'est-ce pas? Ouais, aujourd'hui, mais les syndicats sont 100%. Pratiquement, disons. Subventionné par l'État. Oui. Moi, j'ai fait partie à un moment donné de la CGPME. Je crois que c'était les cotisations patronales. Hein. Cotisations, c'était 5% et 95% des subventions, des trucs de formation, entre guillemets bidons. C'est pour ça que je les ai quittés. C'est comme les chambres de commerce. Hein, les chambres de commerce, elles-mêmes sont financées par l'État. Oui. C'est contourné, c'est-à-dire que c'est une cotisation complémentaire sur les charges sociales. Enfin, disons, c'est intégré dans les charges sociales, il y a une petite partie qui revient au CCI. Oui, ce sont des artifices. Ouais. Mais tout ça, ça ne peut pas fonctionner. Parce que, moi, j'étais à la CCI et on était souvent avec nos collègues d'artisans. Et puis, principalement, il y avait un président des artisans du territoire de Belfort. Alors, lui, il n'avait pas d'entreprise. Il créait son entreprise 15 jours avant les élections. Il se faisait élire et puis après, il refaisait. Et je lui ai dit, t'as trouvé un beau CDD. Hein? Et puis il s'accroche. Moi, je dis, à un moment donné, il faut laisser la place, même si on est bon. Et à un moment donné, quand on est 20 ans, 30 ans à la tête d'un syndicat ou quoi que ce soit, il faut des gens nouveaux, il faut des jeunes, il faut des gens qui amènent de nouvelles idées. Voilà, c'est un truc qui s'endort. Et puis chacun protège son petit précaré. Surtout pas qu'on vienne m'embêter parce que moi là j'ai mon petit revenu. Là je peux faire mes petites balades. Je peux aller on a vu X fois là dans la les trucs de formation avec je me rappelle plus le nom de tout. Il y en a qui avaient voiture, fonction, carte bleue illimitée. Alors on a Sophie Binet qui est arrivée à la CGT, elle est jeune. Oui, les choses. Non, mais d'accord. Oui. Moi, je suis pas. Attendez, je ne suis pas. Alors, moi, je veux un syndicat qui contre les patrons. Oui. Mais je veux pas que tous les syndicats soient c'est devenu des partis politiques, les syndicats. C'est plus devenu des entreprises. Que l'ouvrier veut se défendre, c'est qu'il n'y a rien de plus logique. Je dirais, mais moi, je les pousserais à le faire. Mais il faut le faire dans certaines règles, en ayant comme but le développement de l'entreprise et non pas la couler, ce qui est souvent le cas. Alors, on évoquera ici, pour clore cette émission, les travaux de nos invités. Pierre, vous vous souvenez, c'était Héloïse Benamou qui avait publié un livre qui s'appelait Kleptocratie. Kleptocratie française. Voilà, française. Et elle montrait, par exemple, que les URSSAF, la sécurité sociale, sont endettés, bien sûr, mais qu'ils vont chercher sur les marchés, par le truchement de la CADES, Caisse d'amortissement de la dette sociale, environ 125 milliards d'euros. Mais que pour prendre cet argent sur les marchés, il faut s'adresser aux banques. Autrement dit, si on simplifie l'équation, eh bien, nos cotisations sociales servent à payer les banques pour aller chercher de la dette sur les marchés. Ça ne me paraît pas tout à fait dans l'esprit de la création de la sécurité sociale. La CADES, c'était prévu provisoire. Hein. Oui, c'était absolument. Provisoire qui dure... C'est M. Juppé qui a inventé ça. Oui. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est pareil aussi avec la SNCF. La SNCF, qui a été hyper endettée, elle était à 35 milliards de dettes. L'État a fait un petit chèque, là, hop, de 35 milliards ou 30 milliards, je crois. Ouais, on les fasse.
Il ne sait plus, il n'y en a plus, là. Et comment, ce qui est quand même ahurissant, on voit le dérapage d'un système comme ça. Moi, je suis venu en TGV, le billet d'un TGV est vendu moitié le prix qui vient. C'est-à-dire que moi, mon billet de TGV, c'est le petit paysan du coin ou le retraité de l'autre qui paye une partie de mon billet. Ah oui, bien sûr. C'est complètement ahurissant. L'État, donc, a voulu, soi-disant, privatiser la SNCF, il donne quand même tous les ans 15 milliards de subventions à la SNCF pour qu'ils puissent arrondir les comptes. C'est tout. Et un tout petit point, je vais en parler, c'est on voit aujourd'hui le problème des agriculteurs. Oui, j'ai fait la recherche et je l'ai fait devant un gars, voilà. On a baissé les charges sociales sur le SMIC. On est bien d'accord? Oui. Parce que, bon, c'est ça. Oui. Un agriculteur, souvent quand il touche le SMIC, il est vachement content. Hein? Oui, 80% des agriculteurs français ne touchent même pas le SMIC brut. Voilà. Ils perdent dessus des charges sociales, c'est des caisses de trucs. Le taux. La MSA. Ouais, le taux en France, c'est 42% de ses revenus. Le taux allemand, c'est 19,5%. Ouais. Moins de la moitié. Faut pas chercher pourquoi. Ils sont dans la rue puis qu'ils s'en sortent pas. Ouais. Si on leur dit du jour au lendemain, j'avais dit à un gars. Enfin, les Allemands, ils sont aussi dans la rue. Ils sont aussi dans la rue, mais pas pour les mêmes problèmes, hein, disons. Mais comment? C'était un cercle Frédéric Bastiat, hein, disons, la dernière, c'était un intervenant, un gars de la Chambre des métiers. Je dis, vous avez les gens, vos adhérents que vous connaissez. Vous allez vers eux, vous dites, voilà, un chèque de 20% de toutes vos charges. On vous rembourse la moitié de votre charge. Ça vous suffit? Est-ce que vous allez dans les rues? Ben non, c'est tout ce qu'ils demandent. Ben oui, c'est vraiment long, puis pas doux. Vous avez fait une comparaison avec l'Allemagne. Il y a quelques années, l'Allemagne a été capable d'exporter plus de blé que la France. Or, on sait que la surface agricole utile de l'Allemagne est moins bonne et que l'Allemagne... donc... Une question que je pose depuis des années, puisque je connais mon épouse, on va bientôt faire les 35 ans de mariage. Quel est le pays en Europe qui fabrique le plus de fromage? On va dire la France. Ben oui. Hein? Oui. Eh ben non. Non, c'est l'Allemagne. Et ça fait plus de 20 ans. Hein? Enfin, est-ce qu'ils sont aussi bons? Voilà, c'est la question. Vous posez quel est le pays qui fabrique le plus de bons fromages? Voilà. Ça pourrait être une conclusion. Non, mais c'est vrai que on devrait être, mon épouse me l'a dit, on devrait être au-dessus, qui est allemande, je le rappelle, on devrait être au-dessus du niveau de vie des Allemands si on avait les mêmes règles qu'en Allemagne. Au-dessus, pas moins, au-dessus. Ouais. Et c'est un gros dommage. Eh bien, merci en tout cas pour cette intervention, Claude Gaudron. Et puis, eh bien, on vous souhaite évidemment de continuer, puisque vous êtes un lanceur d'alerte en quelque sorte. Eh bien, merci encore à vous. Et chers téléspectateurs, cher Pierre, à très bientôt. À bientôt. Salut.